Merci Olivier Cadic de nous accompagner pendant cette première demi-heure, membre du groupe Union Centriste. Vous représentez les Français établis hors de France. On va bien sûr parler de ce qui se passe du côté du Royaume-Uni dans quelques instants. Mais d'abord, l'actualité, c'est cette crise et cette sortie de crise que tente de trouver l'exécutif. Elisabeth Borne, hier soir, dans un entretien à l'agence France-Presse, dit vouloir l'apaisement avec les syndicats. Elle va recevoir les partis d'opposition la semaine prochaine. C'est suffisant pour vous? Je pense qu'elle est un petit peu obligée quand même de dire ça, puisque effectivement, il est nécessaire de retrouver un peu de sérénité. Je crois que l'image que nous donnons n'est pas l'image que doit donner la France. Moi, vous l'avez dit, je vis au Royaume-Uni, donc j'ai un regard extérieur sur ce qui se passe en France. Et donc, les images qui sont projetées aux quatre coins du monde ne nous sont pas favorables. Et donc, il est logique que la Première ministre appelle toutes les parties prenantes à se retrouver autour de la table. Nous sommes dans une démocratie et on doit parler sereinement entre nous. La Première ministre dit qu'elle n'aura plus recours au 49.3 hors texte budgétaire. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? C'est son choix de Premier ministre. Je pense que ce qui est important, c'est d'être efficace. La France a besoin d'avancer. Il y a justement cet article 49.3 qui permet justement d'avoir des sorties en disant aux membres de l'Assemblée nationale de prendre une position, est-ce qu'ils veulent renverser le gouvernement ou pas. Et donc c'est un outil. Si elle décide de ne pas l'utiliser, c'est son choix. Et ça doit être pérennisé, le fait de ne pouvoir utiliser le 49.3 que dans des textes budgétaires? Mais c'est une position de la Première ministre. Encore une fois, je ne pense pas que quand la Constitution a été écrite de cette façon-là, ça avait été bien vu par le général de Gaulle, je pense, d'avoir cet outil-là pour pouvoir avancer, même quand il y a des difficultés. Je crois que c'est un spectacle, malheureusement, qu'on a souvent donné. Et donc, il y a une sorte de romantisme de la part des Britanniques quand ils regardent la France. Et ils sont, je dirais, je l'écoutais, je l'entendais à la radio, à la BBC encore ce week-end. Effectivement, cette façon de commenter cette action, ces actions en France qui ne sont pas du tout perçues de la même façon. Les Britanniques n'ont pas cette approche-là. Il y a d'abord une notion de respect qui est, je dirais, dans le cadre de l'éducation britannique, qui est encore fortement enseignée et qui fait que on ne va pas commettre des déprédations, sinon on va aller en prison, ou sinon ça va vous coûter très très cher sous forme d'amende. Donc il y a quand même un cadre qui est différent. Ceci étant, c'est effectivement, vous parlez de Bordeaux, il y a un consulat britannique à Bordeaux, c'est très bien expliqué donc sur ce côté proximité. Et d'ailleurs le vin de Bordeaux, beaucoup l'appellent toujours le Clairet, et donc ils ont gardé le nom original du vin de Bordeaux. Il y avait quelque chose qui relevait, comment dire, dans le voyage du roi Charles III, qui relevait en fait d'une symbolique très forte dans le prolongement, dans la suite de ce qu'avait fait sa mère, qui avait eu ce premier déplacement. Il y avait un fort attachement symbolique à la proximité, à conserver cette proximité entre la France et le Royaume-Uni. Ça n'est que partie remise. Et c'est ce qui a été dit, puisque ça n'est que reporté. Mais ceci étant, évidemment, au niveau de l'image, à un moment important, puisque je voudrais quand même rappeler à certains qu'il y a la guerre en Ukraine, que eux, en Ukraine, ils reçoivent des missiles sur la tête qui leur vient directement du camp de M. Poutine. À ce moment-là, on avait besoin, effectivement, de tourner totalement la page du Brexit, et c'était quelque chose de très fort qui devait se passer, retrouver ce côté entente pour aller de l'avant. On va parler des relations franco-britanniques, mais c'était ce report, l'annonce de ce report un peu à la dernière minute, 48 heures avant l'arrivée de Charles III. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça a surpris les Britanniques? Évidemment, on pensait que le président de la République pourrait quand même concrétiser cet événement. Je pense que s'il a pris cette décision, c'est qu'il avait des informations qui lui permettaient de penser que ça ne se passerait pas bien, et que on le voit, il y a une volonté de remettre en cause l'autorité, de déstabiliser notre pays. Certains cherchent à nous mettre dans une mauvaise position, pensent que peut-être que comme ça, ils auront des élections, ils auront à nouveau leur chance de prendre le pouvoir. Je pense que c'est dommageable
pour nous. Ceci étant, je le comprends et je pense encore une fois que le président de la République, s'il l'a fait, c'était pas de gaieté de cœur. Et s'il l'a fait vendredi matin, c'est qu'il avait des informations qui lui laissaient à penser que ça ne se passerait pas bien. Comment ça a été perçu au Royaume-Uni, vous qui en revenez? Est-ce que les Britanniques en ont parlé ce week-end? Comment ils ont vécu ça? Non, c'est un report. Je dirais c'était une visite. Très honnêtement, on n'en a pas parlé plus que ça lors du gala vendredi soir du Collège français bilingue de Londres, où la communauté française était là réunie. C'est reporté. Aujourd'hui, on est plus dans le phénomène de finir, en fait, de refermer totalement cette page Brexit, de pouvoir repartir de l'avant, reconstruire. On a des problèmes au niveau international qui touchent donc notre futur, notre avenir. On est côte à côte face à des pays qui nous menacent, qui menacent les démocraties. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut regarder l'actualité. Il faut prendre du recul et se dire qu'on va aller de l'avant. Et donc Charles III viendra cet été, ça a été annoncé. Et donc reste à définir la date et on fera certainement un grand événement. Et je donne rendez-vous à tout le monde pour soutenir et pour aller de l'avant, pour construire une relation franco-britannique positive et constructive. Et pour reprendre la question de Xavier, est-ce que ça a abîmé l'image de la France au Royaume-Uni? Je pense que, encore une fois, les Britanniques aiment la France, quoi qu'en disent certains, beaucoup. Beaucoup ont fait le choix d'y acheter une maison. On le voit, certains ont fait le choix de prendre notre nationalité aussi pour pouvoir y vivre tranquillement. C'est... Encore une fois, notre image, c'est pas que le Royaume-Uni, c'est le niveau international. Pensez-y, depuis quelques années, le président de la République avait vraiment changé l'image au niveau international. Il donnait envie aux investisseurs étrangers d'investir plutôt en France plutôt qu'en Allemagne ou dans d'autres pays. On est devenu la première destination. C'est pas perdu. Ce qui est important, c'est qu'on puisse créer des emplois, qu'on puisse développer notre économie et qu'on puisse créer de la richesse, qu'on puisse partager. Parce que à la fin, au bout du bout, la retraite, c'est ça. On va continuer. Bonjour Olivier Cadic. Et Alex, l'annulation de cette visite royale intervient à un moment où les relations franco-britanniques s'étaient réchauffées ces dernières semaines. Oui, on le rappelle, depuis quelques années, les relations franco-britanniques se sont un petit peu dégradées après le Brexit. On se souvient d'un Boris Johnson, quand il était au pouvoir, assez agressif envers son voisin français. L'éphémère première ministre Liz Truss s'était même demandé publiquement si Emmanuel Macron était un ennemi ou un ami de son pays. Et puis Rishi Sunak est arrivé au 10 Downing Street à l'automne dernier et cela a produit l'effet d'un rayon de soleil entre les deux rives de la Manche. Rishi Sunak et Emmanuel Macron ont même organisé il y a quelques semaines un sommet franco-britannique pour repartir sur de bonnes bases. Écoutez le Premier ministre britannique. Si nous sommes honnêtes, les relations entre nos deux pays ont connu des difficultés ces dernières années. Et je ne parle pas seulement du fait que la France a éliminé l'Angleterre de la Coupe du Monde, mais je crois que la réunion d'aujourd'hui marque un nouveau départ et une entente renouvelée. Nous nous tournons vers l'avenir, un avenir qui s'appuie sur tout ce que nous partageons, notre histoire, notre géographie et nos valeurs, et un avenir beaucoup plus ambitieux quant à la manière dont nous travaillons ensemble pour améliorer les conditions de vie des personnes que nous servons. Voilà, une nouvelle relation franco-britannique qui est également souhaitée par Emmanuel Macron. On va l'écouter lors de ce sommet. Dans ce contexte qui place l'Europe, au sens géographique du terme, face à des responsabilités nouvelles, nous deux, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, membres fondateurs de l'OTAN, puissance dotée, avec des intérêts communs et des vraies convergences, nous voulons travailler ensemble. Et nous voulons bâtir des solutions concrètes pour notre avenir. Donc la France et le Royaume-Uni sont donc d'accord pour renforcer leur coopération. D'abord dans la lutte contre l'immigration clandestine, qui est un véritable défi, notamment pour les côtes du Pas-de-Calais. Partenariat élargi aussi en matière de défense et une meilleure coordination dans l'aide militaire envoyée à l'Ukraine. Notez que les relations s'améliorent également entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans la négociation de l'après-Brexit. Le problème de l'Irlande du Nord est en passe d'être résolu. On le rappelle, après le Brexit, eh bien, les
contrôles ont été rétablis entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais il était hors de question d'instaurer une frontière sur le territoire irlandais entre la République d'Irlande, membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, membre du Royaume-Uni. Pas de retour d'une frontière en Irlande pour des raisons historiques. Les contrôles avaient donc été déplacés entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, ce qui n'était pas non plus convenable pour les partisans de l'unité du Royaume-Uni. Et il y a quelques semaines, Européens et Britanniques se sont mis d'accord dans le cadre d'un accord appelé accord de Windsor sur une frontière mouvante où les produits venant du Royaume-Uni en Irlande du Nord pourront circuler librement. Seuls ceux qui sont à destination de la République d'Irlande connaîtront des contrôles. Donc voilà, l'après-Brexit est en train de se négocier. Olivier Cadic, est-ce que l'annulation de cette visite peut mettre un mal à ces relations franco-britanniques qui étaient en train de se réchauffer ? Ce n'est pas une annulation de visite, c'est un report. Donc non, je ne pense pas. Je pense que les intérêts qui ont été défendus tant par le Premier ministre britannique que par le Président de la République lors de ce sommet ont été vraiment de montrer quels sont les points de convergence qui nous amènent à devoir travailler aujourd'hui ensemble pour construire, un avenir commun. Le Premier ministre britannique l'a rappelé, nous avons des valeurs communes et nous avons en face de nous des régimes qui veulent détruire les démocraties, qui l'ont annoncé, qui veulent mettre à bas cette organisation. Nous-mêmes voulons défendre ces démocraties, même si c'est pas si facile que ça, et on le voit en ce moment, de diriger une démocratie. Ça veut dire que chacun puisse s'exprimer à sa façon, normalement dans le respect. Mais aujourd'hui, les Britanniques ont bien dit qu'ils voulaient avancer. On a effectivement pu régler le problème qui était vraiment le problème Brexit, c'était de savoir comment ça allait se passer pour l'Irlande du Nord. Donc il y a un accord où, encore une fois, on a trouvé un moyen, vu l'expérience, de dire oui, il y a certains produits qui sont destinés à l'Irlande du Nord uniquement. Il n'y a pas de risque qui rentrent dans l'Union européenne, donc on s'est mis d'accord. On verra l'application. Notre difficulté, c'est plutôt que certains unionistes, encore en Irlande du Nord, quelque part, sont encore en train de faire de la surenchère. Mais ce qui est important, c'est qu'en face de nous, il y a des pays qui ne nous veulent pas que du bien. On voit qu'il y a des conflits en Ukraine. Potentiellement, on voit qu'il va y avoir des conflits dans l'Indo-Pacifique. On voit que nos intérêts sont communs. Il faut s'allier, il faut se préparer. Et c'est ça un petit peu qui était annoncé. Depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, on parle beaucoup de la construction d'une défense européenne. Est-ce que l'avenir de cette défense européenne peut reposer aussi sur le Royaume-Uni, qui n'est plus membre de l'UE et qui est quand même très lié aux États-Unis ? Aujourd'hui, les enjeux auxquels nous sommes confrontés, et c'est pour ça qu'il va y avoir une loi de programmation militaire qui doit prendre en compte des enjeux importants. Nous voyons bien que d'autres pays s'arment très fort. Le budget de la Chine augmente. On voit bien que des pays comme le Japon sont obligés de doubler leur budget militaire. Nous-mêmes, en Europe, il n'y a que les Britanniques qui ont une capacité nucléaire, de l'arme nucléaire. Il y a la France. Donc nous sommes amenés à réfléchir ensemble au niveau de la défense. Mais il y a un autre succès politique qu'a réussi le président de la République au niveau européen. C'est cette communauté politique européenne. Il va y avoir le deuxième sommet qui va avoir lieu à Chisinau, donc en Moldavie, le 1er juin. Il va y avoir, donc ça, c'est pas uniquement l'Union européenne, c'est justement le Royaume-Uni est autour de la table, les pays des Balkans. Ce sont tous les Européens qui sont réunis pour réfléchir justement comment avancer ensemble. C'est un succès politique dont on ne parle pas. C'est suite à la présidence française de l'Union européenne. On avance tous ensemble, on se réunit, on réfléchit ensemble et on prend les décisions ensemble. Effectivement, vous avez raison de le dire, la défense, ce qui se passe en Ukraine, est un sujet qui accélère ce rassemblement. Dernière question, Alex. Dernière question sur la lutte contre l'immigration clandestine. On a connu ces dernières années des tensions entre la France et le Royaume-Uni, justement sur cette gestion de cette frontière, notamment des côtes du Pas-de-Calais. Est-ce qu'on va progresser ? Vous avez le sentiment qu'on va progresser sur ce point dans les prochaines années ? Je pense qu'il ne faut pas que chacun reste sur son quant à soi, parce que côté britannique, il y a des gens qui se plaignent effectivement de voir les migrants arriver. Pour ces personnes, bien souvent, c'est la dernière étape
étape d'un parcours semé d'embûches dans lequel ils risquent leur vie et certains perdent la vie dans la Manche. C'est pas une situation humainement acceptable. D'un autre côté, les gens qui vivent, les riverains sur les côtes de la Manche vivent aussi une situation inacceptable avec ces gens qui arrivent comme dans une impasse à cet endroit-là. C'est une problématique, j'ai envie de dire, humanitaire que l'on doit régler par le haut. Il faut que chacun réfléchisse ensemble, trouve des solutions ensemble et pas qu'on s'envoie les migrants les uns aux autres à la face. Les gens qui sont dans cette situation sont dans une situation catastrophique et il faut penser à eux aussi humainement. Il faut que là aussi, ensemble, on réfléchisse et on trouve des solutions. Merci Alex. À tout à l'heure.